La période tout entière de l'esclavage a été marquée par les luttes menées contre l'esclavage. Il importe de briser le silence qui a été créé autour de l'idée selon laquelle les esclaves ou les Africains auraient fait preuve de passivité ou auraient accepté l'esclavage. Ce qui est vraiment marquant, moi ce que je trouve extrêmement choquant, c'est-à-dire qu'on a évacué du discours historiographique la notion de résistance africaine à l'oppression impérialiste. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que d'une façon générale, chaque fois qu'il est question de crime, on parle de résistance. Regardez par exemple le second conflit mondial, on parle de la résistance française, même si on sait qu'il faudrait la chercher à la loupe, mais on en parle quand même. Par contre là, on a quand même Toussaint Louverture, on a Delgrès, c'est-à-dire on a des faits probants, on a les Quilombo au Brésil, on a un certain nombre de choses, et on fait comme si ces gens n'ont jamais existé pour venir directement à Schellcher en faisant comme s'il n'y a pas eu d'antécédents noirs à la problématique. C'est une méconnaissance. Alors on a parlé du paysage médiatique. Mais c'est-à-dire, le problème, c'est pas la méconnaissance, c'est l'entretien de cette méconnaissance. Ouais. Parce que lorsque vous avez des gens qui viennent vous dire, par exemple, que les Européens sont arrivés sur les côtes de l'Afrique et ont commencé à acheter des esclaves, alors que les documents des Portugais disent qu'ils ont capturé et tué des gens, vous voyez, c'est quand même extraordinaire qu'on réduise. On a l'impression finalement qu'on prend carrément le parti des criminels, on cherche à les défendre. Vous voyez, on cherche véritablement ce que j'appelle l'argumentation du dédouanement. Cada Mostro explique comment il partait dans les îles Canaries dans la nuit, chez les populations canariennes animistes, il mettait du feu, tuait des personnes et au matin, les survivants étaient déportés. Et quand on les déportait, c'était d'abord pour les déporter au Portugal et plus tard, quand les Espagnols vont venir s'introduire en Espagne, les premiers esclaves à y arriver, c'était à partir de 1444. Ils seront utilisés comme ouvriers agricoles. Donc, les deuxièmes vagues arrivées seront utilisées dans des maisons de bourgeois comme domestiques. Maintenant, parce que dans les champs, il fallait de l'espace et les terres n'étant pas fertiles en Europe, on va donc déporter l'économie de plantation vers les Canaries et soumettre les gouanges. Tous vont mourir sous le fait de cette traite-ci. Et parce que cela ne suffisait pas de pouvoir faire des plantations sur les côtes, on va maintenant, pour conclure, avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, commencer maintenant à déporter les Noirs pour le continent. Bon, maintenant, si c'est nous qui les avons vendus, si on les vendait sur la côte, et c'est là où les Portugais sont venus les acheter. Regardez la bulle de Nicolas V, datée de 1454. Il dit, la libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins et autres ennemis du Christ de n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et de leur possession et de tous leurs biens, meubles et immeubles, et de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et prendre la souveraineté de leur royaume. Ils ne les avaient pas envoyés pour acheter, mais les avaient envoyés pour les kidnapper. Alors vous voyez la contradiction qui intervient pour dire que ce truc ne peut pas être vrai, parce que si c'était ça, pourquoi il y avait des nègres marrons? Les nègres marrons voulaient rentrer en Afrique. Bon, si c'est leurs frères qui les avaient vendus, pourquoi ils voulaient rentrer en Afrique? Donc vous dites, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si l'Afrique n'avait jamais résisté. Jamais. Quand Oruno Lara a fait sa thèse de doctorat, parce qu'il enseignait au Cameroun, sur une résistance africaine, celle des Diaga, qui a donné les Quilombo, qu'on connaît, qui sont devenus célèbres au Brésil par la suite, n'est-ce pas? Mais on a dit qu'il ne faut même pas parler de ce livre. Il ne faut pas parler de sa thèse, c'est même pas la peine. D'abord, c'est un antillais, qu'est-ce qu'il va dire là-bas pour les autres? Et puis, en arrivant vers l'Afrique centrale, alors ne parlons même pas du royaume du Congo. Ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, ces populations ont littéralement permis aux Afro-descendants, par suite du processus de la traite négrière, de résister également dans le Nouveau Monde. C'est ainsi que ce sont des Congolais qui ont fait la fameuse révolution au Brésil, qu'on appelle la République de Palmarès. C'est un Congolais qui était à la tête de cette résistance-là. Nous sommes au XVIIe siècle, donc c'est bien avant Haïti. Il y a des gens qui ont eu à résister, et c'était des animistes. Cela veut dire qu'ils ont eu à batailler pour que ce commerce-là puisse s'arrêter. Et Soumaoro Kanté et les guerres contre le Ghana, lui, il était initié du Komo. Et il va donc s'opposer en attaquant tous les territoires islamisés qui pratiquaient l'esclavage. Le rôle joué par Sonné Alibert, il avait tenu à ce que sur son territoire, que ces caravaniers ne passent pas.
Et chaque fois qu'il attrapait ses esclaves, il les libérait. Vous avez Soundiata Keïta avec la déclaration du Mandé. Alors, quand Soundiata a pris le pouvoir, il a interdit l'esclavage. Tout à fait. Il y avait l'esclavage domestique, mais l'esclavage transsaharien, tel que ce l'était avant lui, a cessé d'exister. Tout à fait. Dans son empire, en tout cas. Dans son empire, il a interdit l'esclavage. Parlons d'un fait majeur, la fameuse charte Mandeng. La fameuse charte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est inspirée de quoi? Alors, on dit qu'en 1236, après la victoire de Quirina, tous les alliés vont se retrouver pour décider en commun comment conduire le royaume, l'empire, pardon, comment conduire l'empire. Et c'est ainsi qu'ils vont édifier ce que nous appelons aujourd'hui la charte. Cette déclaration-là, elle est universelle aussi. Premier point, toute vie est une vie. La sacralité de la vie. Le tort demande réparation. C'est la justice. Oui. La pratique de l'entraide, c'est la solidarité. Veille sur la patrie, cela va de soi. Ruine la servitude et la faim. Le mot servitude est très important dans une région qui était aux prises avec ce fléau-là à l'époque. Donc c'est un empire qui proclame la liberté de l'individu. Tout à fait. De plus, ce qui est important, c'est qu'il a intégré les anciens esclaves dans son pouvoir. Mais le ministre des Finances, le ministre des Finances était un esclave domestique. Un esclavage domestique. Le commerce triangulaire, est-ce que c'est un simple prolongement des esclavages européens, comme on en connaît depuis la nuit des temps, et africains, comme on en connaît aussi depuis très longtemps? C'est avec des transformations. L'esclavage, probablement, a existé dans toutes les sociétés du monde, disons dans les débuts de leur développement, quand il n'y avait aucun moyen technique autre que la force humaine pour travailler. Bon, les plus forts prenaient les plus faibles et en faisant il n'y avait pas de travail. salariat, donc on s'accaparait de la main-d'œuvre. Voilà, on s'accaparait de la main-d'œuvre et on la possédait. Toutes les sociétés anciennes, les sociétés africaines comme les autres, ont dû connaître, sous une forme ou une autre, l'utilisation des esclaves. Je voudrais préciser ceci. J'ai dit, est esclave celui-là qui est soumis à une condition servile conformément à une loi. C'est la définition technique. Cela n'exclut pas que l'Afrique a eu des catégories sociales dépendantes. Mais les appeler esclavage, c'est un abus de langage. Parce que nous n'avons pas encore fabriqué un terme technique. C'est pourquoi on peut se permettre ici de dire qu'il y a aussi l'esclavage en Afrique. Mais produisez une seule loi. Premier élément. Dans l'esclavage, il n'y a pas idée de promotion sociale. Donc vous êtes esclave à vie, vous resterez esclave. Nous avons chez nous ceux-là qu'on appelle prétendument esclaves qui deviennent des rois. Le Mansa Sakura, et qui deviennent même des ministres, Ib Yacoub, Maya et autres, qui étaient des étrangers chez nous, à Tamiri, qui sont devenus des ministres. Donc, dans le concept de l'esclavage, c'est inimaginable. Alors, c'est vrai que sur le terrain, les Africains ont participé, notamment à l'échelle individuelle, on utilisait des Noirs comme chasseurs d'esclaves. Mais ces chasseurs d'esclaves étaient des simples exécutants. C'est pas eux qui planifiaient le commerce en tant que tel. Et souvent même, ils finissaient comme victimes sur les bateaux. Alors, concernant les États, certains États ont participé, mais il faut savoir que cela s'est fait après un long travail de sape de la part des Européens, suite à un travail d'influence, de corruption et parfois de renversement des États qui étaient réticents dans la traite négrière. Donc en fait, on voit que cette traite négrière a fait l'objet de dissensions politiques au sein des États locaux africains. La thèse voudrait que les Africains étaient des gens un peu simplets, qui vendaient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs pour de la verroterie, pour des perles. Et c'est faux. Il est clair que c'est l'intervention et la sollicitation extérieure qui provoquèrent une grande extension et une prolifération de l'esclavage en Afrique subsaharienne, où les esclaves, étiquettes mises par les Européens pour désigner des gens qui, en Afrique subsaharienne, n'étaient pas des esclaves comme on l'entend habituellement. C'était seulement des dépendants. C'est-à-dire que les dépendants, c'était des gens qu'on pouvait donner, etc. Mais ils étaient libres, ils marchaient, ils vivaient à peu près comme tout le monde, sauf qu'ils savaient qu'ils appartenaient à un tel. Et ce un tel pouvait éventuellement les donner, etc. De plus,
l'esclavage avait sévi dans la zone soudanaise, enfin, les dépendances excessives, disons, avaient sévi dans la zone soudanaise et non forcément dans la zone forestière. Alors, il y a lieu, à mon avis, de faire un distinguo entre la zone forestière et la zone soudanaise. Les attaques avec les armes à feu disloquèrent les anciens royaumes et empires. Les principautés furent dès lors quasi automatiquement amenées à se faire la guerre afin d'avoir des prisonniers qui seuls permettront d'acquérir des fusils devenus indispensables pour pouvoir se défendre. Chacune de ces principautés se trouvait devant le dilemme suivant: posséder des prisonniers de guerre ou risquer de disparaître. Il est manifeste que la demande a précédé et a créé l'offre. Dès 651, les Arabes qui venaient de conquérir l'Égypte exigeaient de la Nubie la livraison annuelle de 360 hommes comme esclaves. Au début, les Portugais les capturaient eux-mêmes et sans intermédiaire, au début qu'ils ont débarqué au XVe siècle. Les attaques militaires ont généralement précédé les traites, principalement au XVe, XVIe siècle avec les armes à feu, les Portugais au Congo, en Angola, en Afrique australe, sur la côte orientale, les Marocains dans l'Empire central. En Angola, les Portugais conquirent la moitié du royaume entre 1580 et 1583, ayant battu 4 armées du roi, tué des milliers de vassaux. Dans le premier quart du XVIIe siècle, le pouvoir indigène était démantelé. En 1510, Francis de Almeida, vice-roi portugais de l'Inde, fut tué avec 60 de ses compatriotes à Table Bay, Afrique du Sud, non loin du Cap. L'affrontement avait eu lieu contre les Khoikhoi, qui étaient pourtant dépourvus d'armes à feu. Entre le Zambèze et le Limpopo, à partir de 1569, les Portugais attaquèrent l'arrière-pays de Sofala, port de la côte orientale. Après plusieurs batailles, un traité de compromis fut signé en 1573 avec le roi Maniika et en 1575 avec celui du TV. Et c'est en 1629 qu'ils réussirent à imposer un traité équivalent à une suggestion. Donc, deuxième point qu'il faut mettre en lumière, contrairement à ce que les Européens ont l'habitude de transmettre, il y a eu des résistances, et pas quelques résistances. En fait, la résistance a eu lieu au début, parce qu'au début, les Africains étaient suffisamment nombreux pour justement s'opposer, essayer de résister aux gens qui étaient munis d'armes à feu. Mais on sait très bien, vous avez bien vu ce qui s'est passé en Amérique, il est clair que des flèches contre des canons, il n'y a rien à faire. On sait bien ce qu'il en est. Les entités politiques ont donc été disloquées, émiettées, vouées à se faire la guerre pour pouvoir obtenir eux-mêmes des armes à feu pour se défendre. Quand on entend certains souverains africains s'exprimer sur le sujet, quand on a des lettres de souverains africains qui s'expriment sur le sujet, voici ce que quelques-uns disent. Ça, c'est dans mon second ouvrage, à la page 121. Je cite le grand frère Bouemba Bong, qui a fait un immense travail avant le mien, et qui est intitulé « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Donc, le roi Congo, donc le Moine Congo, écrit une lettre qui est disponible, qui a été trouvée dans les archives. Je vous ai dit, je vous donne les sources. Il écrit cette lettre, elle est datée du 6 juillet 1526. Il envoie à son frère, il appelait son frère Dom João III, roi du Portugal. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Chaque jour, les marchands enlèvent nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est dépeuplée. Pour éviter cet abus, nous n'avons besoin en ce royaume que de prêtres et quelques personnes pour enseigner dans les écoles et non de marchandises
Si ce n'est du vin et de la farine pour le saint sacrifice. Son frère en Christ. Et qu'est-ce qui finit? Comment ça se termine? C'est notre volonté que ce royaume ne soit un lieu de traite ni de transit d'esclaves. Je n'ai rien inventé, c'est un courrier qui existe dans les archives portugaises qui a été publié par, je vous dis encore, Joseph Ballon Wem Mevouda. Ici, ah ben voilà, pareil, il y a des Européens qui sont venus sur les côtes de Bénin pour dealer du nègre. Le roi du Bénin a confisqué leur caravelle. Il a confisqué leur caravelle. Il dit, je ne veux pas de ça chez moi ici. Donc on n'a pas dit, ah, bonne arrivée, merci, venez, 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 j'ai plein de bois de bain de vous fouguer. Il a confisqué leur caravelle, c'est pas moi qui le dis. C'est Francisco de Goes de Saint-Jorge, le 19 août 1513, qui fait un rapport à son roi. Vous dites, ah, c'est chaud ici, hein, chez les Béninois là, ils ne veulent pas nous vendre leurs frères. C'est compliqué, le roi a bloqué notre caravelle, il l'a confisqué. On va voir un troisième, c'est le roi d'Alada, Tésiphon, et là il parle au français. Voilà ce qu'il a dit. Vous allez construire une maison dans laquelle vous mettrez d'abord 2 petites pièces de canon. L'année suivante, vous en mettrez 4. Et en peu de temps, votre factory, c'est-à-dire votre maison de commerce, va se métamorphoser en un fort qui va faire de vous le maître de mes États et vous rendre capable de m'imposer vos lois. Il refuse, le Tésiphon d'Alada. Il refuse qu'on mette un fort chez lui parce qu'il connaît le rôle stratégique des forts. Alors pensez, quand vous pensez aux bases militaires françaises aujourd'hui dans vos pays. Hein? Les rébellions, les coups d'État, vous croyez que ça se décide où? Soit à l'ambassade et ça se... Ça se passe depuis le... Ah, voilà, il vous explique. Tésiphon, vous l'expliquez déjà, il faut lire vos ancêtres. 17e siècle. Ça aussi au médium de vos recherches, que la révolution des Torodo, pour revenir chez nous, au Fouta, alors, de 1776, menée par Suleiman Baal, a mis fin à l'esclavage, ça on l'affirme. Mais cette révolution-là de 1776, oui, avec cette interdiction de la traite négrière... Alors, il reçoit aussi au médium de vos recherches que la révolution des Torodo, pour revenir chez nous, au Fouta, alors, de 1776, menée par Suleiman Baal, a mis fin à l'esclavage, ça on l'affirme. Mais cette révolution-là de 1776, oui, avec cette interdiction de la traite négrière, que j'ai découvert d'ailleurs par hasard, moi, en 1988, en lisant l'Islam noir de Vincent Monteil. Il y avait une phrase là-dedans, qui était d'ailleurs une citation incomplète, où on a parlé d'un certain Pétion qui disait que l'Almami, roi des poules, a interdit à la compagnie de traverser ses territoires avec des esclaves. Eh bien, la phrase exacte, il parlait de l'Almami Aboulkader Khan, c'est Jérôme Pétion de Villeneuve, qui était maire de Paris, député à la Convention, qui dans un discours devant l'Assemblée nationale, en 1790 à Paris, discours dont la partie concernant le Fouta est intégralement dans mon livre, oui, Lumière noire de l'humanité. C'est Jérôme Pétion de Villeneuve, donc ancien maire de Paris, député à la Convention, qui avait dit ceci, en citant l'Almami Aboulkader Khan du Fouta Toro, moi, Almami, roi des Peuls, je refuse les présents de la compagnie, je proscris la traite de mes sujets, j'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon État. L'Almami Aboulkader Khan, qui lui avait accepté de devenir le premier Almami, suite au refus de l'Almami Suleiman Baal, qui était le leader de ce mouvement, d'accepter le poste politique de l'Almamia. Et voici la proclamation sur laquelle, n'est-ce pas, était basée cette révolution de 1776, qui a aboli la traite négrière. Mais en 1776. Mais quand même, Omar, on a dit quelque chose. On a dit que la révolution des Almami Torodo n'a protégé que les esclaves musulmans. C'est faux. Parce que, tout simplement, je reprends le passage, j'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon État. Oui. Les caravanes d'esclaves venaient du sud-est du Fouta. Ça, tu connais le Fouta, tu es originaire du Fouta. Tout comme moi. Oui. N'est-ce pas? Les caravanes venant du sud-est, oui, du sud-est, allant jusqu'à vers Saint-Louis, qui était au XVIIe, XVIIIe siècle le principal point de convergence des esclaves. Ces caravanes-là étaient essentiellement composées d'esclaves non musulmans. Ah oui. En interdisant à ces caravanes de traverser le Fouta, n'est-ce pas, l'Almami Aboulkader sauvait ces gens-là de la traite négrière. Oui. Ah oui. Alors, autre précision, puisque vous avez travaillé sur ce sujet, alors, sont-ils vraiment les premiers à
abolir, entre guillemets, cet esclavage, comme l'écrit le baron Roger et d'autres explorateurs. En 1776, les Quakers à Philadelphie avaient aboli l'esclavage. N'est-ce pas? Mais ça, c'était vraiment local. Mais un État qui, de son propre chef, a décidé d'abolir l'esclavage de manière claire et sans ambiguïté, cet Alma Miala était le premier en 1776. Ah oui. La France révolutionnaire de 1789, donc 13 ans après 1776, oui, a aboli l'esclavage officiellement par la Convention en 1794. C'est-à-dire, en fait, 3 ans après l'insurrection de Bois-Caïman en 1791 où les Haïtiens se sont soulevés. C'est-à-dire 3 ans après l'abolition de l'esclavage de la traite négrière par les Haïtiens eux-mêmes, par les armes chez eux. C'est en 1794. Donc 18 ans avant, la traite négrière était interdite par l'Alma Miala du Fouta Toro. Et dans ce livre, il y a des témoignages de Suédois, d'Anglais et de Français contemporains au XVIIIe siècle qu'on ne peut pas suspecter de complaisance vis-à-vis donc du régime de l'Alma Miala. L'affirme en 1825. Le baron Roger, après, dans son livre Quel est d'or en 1825, a dit quelque chose de très, je dirais, significatif ici. Il dit, le baron Roger, je le cite, « Rien ne pourrait ôter de l'idée des foules », parce que certains les appelaient les foules, d'autres les appelaient les poules, c'est selon. Rien ne pourrait ôter de l'idée des foules qu'en défendant la traite des Noirs, les Européens ont été déterminés par leur exemple. Ils sont fiers de nous avoir devancés dans la carrière de la raison, de la justice et de l'humanité. Fin de citation. Autrement même. Et puis il y a un autre explorateur aussi. Il y a Gaspard Théodore Mollien en 1818, 42 ans après, a visité le Fouta. Il a dit ceci, n'est-ce pas? Des poules, il les appelait les poules lui. Je cite, ils ont un esprit national. Ils ne vendent jamais les leurs et les rachètent lorsque l'un des leurs est vendu. Fin de citation. Que pensez-vous de l'esclavage contemporain en Afrique subsaharienne? N'est-ce pas là une preuve que l'esclavage a toujours existé en Afrique, puisque c'est un des procès que l'on fait notamment à ce continent? Très bonne question, je pense que votre question est pertinente, mais elle a été mal formulée. L'esclavage contemporain n'existe pas. Ce que les Africains ont vécu est un cas singulier, est une expérience singulière. On utilise le mot esclavage à tort et à travers pour pouvoir noyer le poisson, pour dire que tous les peuples en sont coupables. C'est faux. Si je donne des corvées à mon enfant, ce n'est pas de l'esclavage, ça s'appelle de la maltraitance. Si j'oblige ma femme à faire le tapin, ce n'est pas de l'esclavage, ça s'appelle du proxénétisme. Nous parlons une langue très claire, il faut nuancer les choses. L'esclavage, c'est ce que les nègres ont vécu. On les a chosifiés, on leur a nié une âme, on leur a nié une qualité humaine. Ça n'a rien à voir. Il y a eu des codes. Colbert en a fait un, les Arabes en ont fait un, les Portugais en ont fait un, les Espagnols en ont fait un. Chaque négrier avait son code. On a fait de l'Africain un bien meuble, une marchandise, qu'on pouvait se léguer de père en fils, de mère en fille. Donc on ne peut pas comparer ce qui se fait en Afrique. Ce qui se passe en Afrique, ça s'appelle du servage. Quel est le continent dans le monde où il n'y a jamais eu de servage? Vous croyez que le château de Versailles s'est construit gratuitement? Il y a eu des gens qui ont dû travailler, qui n'ont pas été rémunérés. Mais ces gens-là, on ne leur avait pas dénié une qualité humaine. Voilà la différence entre ce qui s'est passé ailleurs et ce qui s'est passé chez nous. Donc déjà, choisissons les termes, c'est très important. Quand on dit que l'esclavage a toujours existé en Afrique, mais allez voir, les sociétés précoloniales existent encore en Afrique. Il y a des parties de l'Afrique qui n'ont jamais été colonisées. Les Pygmées n'ont jamais été colonisés. Les Imba n'ont jamais été colonisés. Les Maasai n'ont jamais été colonisés. Les Touas n'ont jamais été colonisés. Les Bozo, les Dogon n'ont jamais été colonisés. Ce sont des gens qui ont refusé la civilisation des pirates. Trouvez-vous de l'esclavage chez ces peuples-là? Il n'y a même pas de criminalité chez les Dogon. En tout cas, les taux de criminalité sont marginaux. Allez dans le Nouveau Monde. Allez chez les Boni, chez les Saramaka, en Guyane. Allez voir les Jouka. Au Suriname voisin, allez voir les Marons à Port-Antonio en Jamaïque. Vous verrez qu'ils ont des modes de vie idylliques. Idylliques, en monde de rêve. Certes, ils n'ont pas la machine, ils n'ont pas les Moulinex, ils n'ont pas les Game Boy,
Ils n'ont pas des ordinateurs, mais ce sont des gens qui vivent en parfaite harmonie. Attention, je ne voudrais pas ici dédouaner l'Africain de ses responsabilités. L'Africain est un être humain qui a le droit aussi d'avoir ses tares. Donc c'est pourquoi on voit ce qu'on voit aujourd'hui avec la Guinée équatoriale, où on voit les femmes des présidents qui arrivent, qui en 5 ans deviennent des milliardaires, roulent avec des voitures de collection. Hein? On en a trouvé à Paris tout dernièrement dans un parking, le fils d'un gamin, hein? des voitures, 12 voitures de collection, chaque voiture coûtait plus de 200 000 €. Hein? Et pour un type qui est arrivé un week-end à Paris. Hein? Et son pays, ça fait un pays de moins de 5 millions d'habitants, eh bien, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il n'y a pas $1 par habitant, et c'est le pays le plus riche en pétrole sur le continent. C'est le peuple qui est pauvre, le pays est riche. Donc, c'est ça que j'appelle... Et est-ce que dans 100 ans, on dira aux Africains guinéens-équatoriens, c'est votre faute si vous avez vendu vos richesses? La responsabilité des élites, aujourd'hui comme hier. D'accord. Bah, ça tombe bien que vous parliez, justement, vous dites que vous ne voulez pas dédouaner, parce que j'avais une question à ce propos. Parce qu'en dédouanant les Africains de leur part de responsabilité, du moins c'est l'impression que l'on donne, le courant afrocentrique ne donne-t-il pas l'impression de reproduire ce que finalement il dénonce? Non, le problème qui se pose, c'est que dans toutes, je dis bien toutes les conquêtes militaires ont engendré des trahisons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, il y a eu ce qu'on appelle des collabos. Des Français qui ont livré d'autres Français aux nazis. Doit-on ignorer qu'il y a eu une résistance en France? On ne peut pas réduire la France tout simplement à l'image des collabos. En France, il y a eu des résistants comme en Afrique, il y en a eu. Pourquoi lorsqu'on parle de l'esclavage en Afrique, on insiste sur la collaboration des Africains? Mais les Africains sont des hommes comme tout autre, qui peuvent trahir comme qui peuvent résister. Pourquoi ne parle jamais de résistance? Moi, je pense même que pour les paresseux qui ne veulent pas aller en Afrique, qu'ils fassent les musées. Ils trouveront les réponses à tout cela. La plus grande révolte des esclaves africains consignée dans des documents historiques eut lieu en Irak. Connue sous le nom de révolte des Zanj, elle dura de 869 à 883. Des milliers d'Africains réduits en esclavage, en provenance principalement de la Corne de l'Afrique, se joignirent à d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage et exiger des réformes sociales. Les insurgés Zanj établirent même leur propre État, avec sa capitale dénommée Al-Muqtara, et pendant 14 ans menacèrent et défièrent gravement le règne du califat abbasside. Il y a eu donc très tôt en islam, donc dès l'époque classique au IXe siècle, l'organisation des Noirs vraiment à l'américaine, XIXe siècle, destinée à l'industrie de l'époque, c'est-à-dire la culture de la canne en plus. C'était le coton ou la canne, là c'était la culture de la canne, et ça se passait dans les marais, il fallait donc les marais, dans la région de Bassora, dans le sud de la Mésopotamie, où il y avait d'énormes champs d'agriculture à une échelle monopolistique et industrielle qui appartenaient donc à l'État abbasside, et l'intégralité des travailleurs étaient des esclaves africains. Donc là, il y avait cette ligne qui a été une ligne énorme de Zanzibar en passant par Oman et vers la Mésopotamie, qui était un flux de traite en fait. Il y avait une problématique de traite, et il y a eu un événement majeur et très impressionnant d'une révolte des Inges, pratiquement un moment à la Spartacus qu'avait connu donc, et qui avait ébranlé l'Empire au IXe siècle. La troisième révolte a lieu effectivement au IXe siècle, engage des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes, d'esclaves. Sont associés à eux également un certain nombre de gens non esclaves, pauvres ou autres, qui ont des revendications fiscales. Mais le gros de la révolte est conduite effectivement par des dizaines de milliers d'esclaves et va à un certain moment menacer jusqu'à probablement l'Empire abbasside. Et l'autre, donc ces gens, comme vous l'avez dit, sont employés
dans le sud de la Mésopotamie, à enlever la couche de sel de la terre pour rendre les cultures possibles. Et je crois que la révolte, sa répression, va durablement marquer les esprits dans le monde musulman, en ce sens que on n'aura plus par la suite, sauf au XIXe siècle à Sokoto en Afrique, on n'aura plus par la suite de gros rassemblements de main-d'œuvre de ce type, avec des dizaines de milliers d'esclaves. On ne trouve pas d'exemple après le 8e, 9e siècle de rassemblements en un lieu d'une main-d'œuvre servile extrêmement importante. Je crois que une des raisons tient à cette révolte des anges qui a marqué durablement les esprits dans le monde musulman. Zanj, d'ailleurs, qui veut dire noir, qui veut dire même noir au sens péjoratif, on peut dire nègre, et c'est à partir de là qu'il y a le mot Zanzibar, d'ailleurs aussi. Vous avez parlé aussi dans ce livre, vraiment, les lumières noires de l'humanité. Parmi ces lumières, il y a des femmes. Hein. Par exemple, cette reine d'Angola,
qui s'est battu contre la traite négrière. Oui, Anjinga. On a parlé que des hommes, mais les femmes aussi. Anjinga est originaire d'Angola, qui est sur la couverture de ce livre-là. Et c'est à dessein, ainsi que Mme C.J. Walker. Anjinga, donc, qui est en fait le premier homme d'État africain à avoir pensé une stratégie contre la traite négrière. Parce qu'elle a vécu de 1581 à 1663. Elle s'est d'abord opposée aux négriers portugais. Elle a joué les Portugais contre les Hollandais. Et puis elle avait décidé que son royaume, le royaume de Matamba, qui couvre pour l'essentiel l'Angola d'aujourd'hui, parce que l'Angola a des parties donc, qui touchent le Congo, Brazzaville et le Congo Léopoldville, que tout esclave qui s'échappait et qui rentrait dans son royaume devenait un homme libre. N'est-ce pas? Et dans le quartier de Kinachichi, donc à Luanda, quand j'ai été à Luanda en août 2004, j'ai été donc m'incliner devant sa statue. C'est une grande héroïne africaine, n'est-ce pas, une grande combattante contre la traite négrière. Et une figure exceptionnelle de l'histoire de l'Afrique. Sa décision a eu des conséquences attendues. Ça a quand même servi à quelque chose. Elle a pu, tout autant qu'elle était vivante, préserver donc l'indépendance de son royaume et en faire un asile pour donc les esclaves qui fuyaient les négriers donc des pays voisins, mais en jouant intelligemment des contradictions entre les négriers portugais et les négriers hollandais. Les Africains ont d'abord résisté à l'intérieur de l'Afrique. En Angola, la reine Nzinga mena une guerre de plus de 30 ans contre les esclavagistes portugais avant qu'ils ne négocient un traité avec elle en 1656. Toutefois, quelques rois ont accepté de commercer avec les Européens et tirer un bénéfice personnel de la traite des esclaves, renforçant ainsi leur pouvoir grâce aux armes à feu importées. D'autres Africains, refusant d'être capturés et vendus aux esclavagistes, ont résisté et se sont enfuis dans des lieux difficiles d'accès, tels les Tofinou au Bénin, qui construisaient leur village au milieu de lagons. Je peux parler du peuple Lobi, qui a quitté donc le nord ouest du Ghana. Et à cause des rapts qu'exerçaient des royaumes du Ghana actuel, plutôt que de continuer à pratiquer une guerre de guérilla contre des esclavagistes supérieurement armés alors qu'eux n'avaient que leurs arcs. Ils ont utilisé leur architecture, c'est-à-dire que c'est des gens qui habitent dans des fermes closes, des fermes à argamasa, c'est-à-dire à terrasse, avec une seule ouverture d'entrée, une petite ouverture d'entrée en forme de triangle qui ne laisse passer qu'une personne à la fois. Les gens qui sont abrités à l'intérieur ont tout le temps de voir venir l'ennemi et de pouvoir se défendre. Et les chambres ne sont éclairées que par des petites ouvertures rondes, donc ils peuvent surveiller comme ça l'environnement. Une deuxième phase de la résistance avait lieu dans les entrepôts, espaces et locaux où étaient parqués les esclaves dans les ports côtiers. La résistance se poursuivait au stade de l'embarquement à bord des navires négriers. Des révoltes éclataient au cours de la traversée. On peut citer des cas dans lesquels les esclaves s'assurèrent le contrôle de navires. Le plus connu étant celui de l'Amistad, qui a fait l'objet d'un film. Et enfin, des révoltes se produisaient sur les lieux de travail. Et cela continua dans les Amériques, lorsque des personnes définies par leurs propriétaires comme biens se trouvaient dans des milieux inhospitaliers. Ces personnes refusèrent d'accepter cette définition d'elles-mêmes. Si elles l'avaient acceptée, elles auraient cédé aux forces d'oppression. Mais elles commencèrent à se rebeller dès 1522 à Saint-Domingue, et il y eut une avalanche de révoltes tout au long des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, à la Jamaïque, au Mexique, à Cuba, au Brésil, au Venezuela, dans l'ensemble de la diaspora, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Mais ce type d'opposition physique à l'esclavage n'était pas limité à des révoltes. Les esclaves s'enfuyaient, s'échappant vers des régions inaccessibles de ces pays et créaient des établissements libres. À la Jamaïque, par exemple, les Marrons signèrent en 1739 avec les Britanniques un traité de paix qui reconnaissait leur liberté. Yanga, qui était d'origine noble, s'en alla vers les montagnes d'Orizaba et y installa une palanque.
Lui et ses compagnons de combat pour la liberté menèrent pendant près de 40 ans une lutte armée contre les forces coloniales. Le vice-roi et Yanga conclurent pour finir un pacte qui déboucha sur la création de San Lorenzo de los Negros, de nos jours la ville de Yanga. Alors, je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous recevons Omar Dioum, qui est chercheur en histoire des Noirs, et donc son livre, d'ailleurs, Lumière noire de l'humanité. Alors, cette tradition de lutte, Omar, pour la liberté est illustrée par les nègres marrons, justement, puisqu'on parle des nègres marrons, ces esclaves qui ont refusé d'être esclaves et qui se sont battus pour cela. Dès le départ. Dès le départ. Ceux-là qui, le mot marron d'ailleurs, qui s'inspire donc du mot cimarron en espagnol, n'est-ce pas, que tu connais bien, Sada, qui parle des animaux sauvages, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui ont pris les armes, qui ont refusé tout de suite et qui sont allés se réfugier dans les montagnes. Oui. Première insurrection en 1522 d'esclaves wolofs qui a duré 7 ans en Haïti, à Saint-Domingue, qui a détruit les propriétés de l'amiral Diego Colón, donc fils de Christophe Colomb. Après donc révolte après laquelle d'ailleurs le roi d'Espagne avait interdit l'importation de ces esclaves wolofs qui étaient orgueilleux, donc avec un mauvais esprit, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un professeur de la faculté des lettres et sciences humaines qui m'a dit qu'il avait retrouvé cette référence de ce que je dis là, qu'il l'avait vu en 1989 à l'université de Barcelone, sous la plume de Ferran Iniesta. Et quelqu'un ici à Dakar, d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'Amadou Mapate Diagne avait écrit un texte qui s'appelle Le Gagnol, pays des pilleurs d'épaves. Alors, ici, le Sénégal, c'est le pays des plagiaires. Oui. Parce que quelqu'un a parlé de cette révolte d'esclaves à partir de mon livre sans jamais me citer. Il se reconnaîtra. Oui. Et puis, en Amérique, il y a les nègres marrons d'Haïti, ceux d'Amérique centrale, ceux du Brésil, la République de Palmarès. Est-ce qu'ils ont joué un rôle déterminant dans... Absolument. Ceux du Brésil ont tenu tête aux esclavagistes portugais de 1630 à 1698, avec Zumbi. Donc l'université Zumbi, qui a été ouverte en 2003, pour permettre aux Afro-Brésiliens d'avoir plus facilement accès aux études. C'est en hommage à Zumbi, qui était le roi de la République de Palmarès. Il y a de 1690 à 1743 en Jamaïque, la révolte des Maroons, parce que marron en français se dit Maroons en anglais, n'est-ce pas? Cette révolte dirigée par des nègres marrons, dirigée par une femme, Nani. Nani qui portait son nom ghanéen, son nom Ashanti. Nani et ses frères, Kofi, Kodjo et Akompong. Donc les nègres marrons, aussi pour l'essentiel, toujours garder leur nom africain. Alors, est-ce qu'ils ont gardé ces noms africains dans une large mesure? Ils les ont gardés pendant l'insurrection, donc quand ils se sont battus contre les Anglais. Oui. N'est-ce pas? Nani, Kodjo, Kofi et Akompong, ce sont des noms qu'on trouve toujours encore au Ghana. Bien sûr. Et encore aujourd'hui en Haïti, chez les nègres marrons haïtiens, ils ont laissé des noms comme Agnan, qu'on retrouve encore au Bénin, au Dahomey. Ils ont laissé des noms comme Pognon, qu'on retrouve encore aujourd'hui au Dahomey. Ils ont laissé des noms comme Kouakou, qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé des noms comme Kwasi, qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont laissé des noms comme parmi les nègres marrons, qui ont été les pivots de l'insurrection haïtienne après la trêve de 1801. Donc avant les batailles finales qui ont chassé Napoléon, ceux qui n'ont jamais déposé les armes, n'est-ce pas? Qu'on appelait donc... Silla, le bien nommé, n'est-ce pas? Parce que j'ai expliqué à mes amis haïtiens que les Silla venaient d'une région montagneuse au Sénégal. Il y a toujours été dans les mornes là-bas. Un autre qui s'appelle Makaya, qui a gardé son nom congolais. Mavougou, on trouve encore ce nom au Congo et au Gabon. Et quant aux rites, pour l'essentiel, ils ont été conservés. C'est ça. Là, Et pour les noms, je dois dire, même en Équateur, en 2006, en Équateur, il y a une province où il y a des Noirs, la province d'Esmeralda, dans l'équipe nationale de football d'Équateur, il y a un footballeur équatorien qui s'appelait Adjovi. Les Adjovi sont encore au Bénin, au Dahomey. Donc c'est au nègre marron qu'on doit ça. Oui, donc ils nous ont aidés à la conservation des noms et des rites africains. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà. La Guadeloupe qui s'apprête à commémorer les événements du 10 mai 1802 et la bataille de Basse-Terre, où le commandant mulâtre Louis Delgrès prit la tête de la révolte contre le général Antoine Richepanse, chargé alors de rétablir l'esclavage. Le 22 mai 1802. C'est une bataille qui a opposé les troupes françaises de Richepanse, dirigées par Gaubert notamment, et les troupes guadeloupéennes dirigées par Delgrès Signas, qui étaient dans le fort qui s'appelait à l'époque Saint-Charles, qui s'appelle aujourd'hui le fort Delgrès.
La révolution haïtienne est en effet la plus spectaculaire des rejets de l'esclavage. La seule société de cet hémisphère qui ait été capable de mettre fin à l'esclavage par des moyens violents. Certes, il fallut ensuite faire face à toutes sortes de tentatives visant à réduire à néant la liberté acquise, car les Européens en étaient venus à craindre que ce qui s'était passé à Haïti ne se reproduisît dans leur propre arrière-cour. 14 août 1791, Bois-Caïman. Des esclaves marrons décident une révolte sans précédent menée par leur chef Boukman, comme illustré par François Bourgeon. 23 août 1791, les plantations de la plaine du Nord sont incendiées. 1 millier de colons blancs est assassiné. C'est l'acte fondateur de la révolution haïtienne et de la guerre d'indépendance qui établit le 1er janvier 1804 la première république noire du monde. La naissance d'Haïti aura donc duré 13 ans, de Bois-Caïman à l'indépendance. C'est le tournant anticolonial du siècle. 1801, le gouverneur Toussaint Louverture dote le pays d'une constitution autonomiste qui consacre l'abolition de l'esclavage et proclame que tout Africain qui touche le sol d'Haïti est automatiquement libre. 1802, en représailles, Napoléon envoie une expédition pour établir l'ordre. L'esclavage est effectivement rétabli dans les colonies françaises. Toussaint Louverture est arrêté et déporté au fort de Joux, dans le Jura. En 1803, une armée des indigènes menée par Pétion, Christophe et Dessalines triomphe au Cap Haïtien. Le 1er janvier 1804 redonne à Saint-Domingue son nom taïnos d'Haïti et proclame la République. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du XIXe siècle, Thomas Madiou, et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. Mais ce qui est certain, c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau. Et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien. Il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce selon vous un moment clé de l'histoire de ces deux pays? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Finalement, la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens, selon les généraux français, selon Napoléon. Haïti devint la première république noire libre et la première république des Amériques à abolir l'esclavage. Haïti soutint aussi avec succès les guerres d'indépendance conduites par Simon Bolivar en Amérique latine, en fournissant des renseignements d'ordre stratégique, des fonds et des troupes pour combattre le colonialisme espagnol. Ironiquement, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves, plutôt que les esclaves qui avaient travaillé et peiné pendant si longtemps sans avoir reçu la moindre rétribution, reçurent des pouvoirs publics, des compagnies d'assurance, voire des anciens esclaves eux-mêmes, des sommes versées à titre d'indemnisation pour la perte de cette main-d'œuvre gratuite. Si vous prenez la fin de la période d'esclavage, lors de l'abolition de l'esclavage, le gouvernement versa, dans les années 1800, 20 millions de livres sterling aux propriétaires de plantations à titre de dédommagement. Ce chiffre correspondrait à la somme actuelle de 3,5 milliards de livres sterling, ou 10 milliards de dollars des États-Unis. Telle était l'ampleur des sommes qui leur étaient versées à ce titre. Les esclaves, où que ce soit, ne percevront aucune indemnité, aucune terre, aucun moyen de redémarrer économiquement, socialement. Quant à l'utilisation de cette indemnisation par les planteurs, il y a encore une grande différence entre l'utilisation britannique et l'utilisation française. Les Britanniques ne réinvestiront quasiment pas leur indemnisation
sur place dans les colonies, alors que les planteurs français vont réinvestir une grande majorité de cette indemnité dans les colonies, puisqu'ils vont avoir création de banques à leur disposition, d'organismes de crédit qui vont permettre le développement de la monoculture sucrière, la construction de grandes usines. En mars 1885, le gouvernement péruvien versa aux anciens esclavagistes un montant total de 7 651 500 pesos. Et en avril 1862, lorsque l'esclavage fut aboli à Washington, D.C., capitale des États-Unis d'Amérique, la ville leur versa 993 407 $ pour les dédommager de la perte de leurs biens en êtres humains. Ainsi, les mêmes personnes qui avaient pendant des siècles tiré profit de l'esclavage trouvèrent un bénéfice supplémentaire dans son abolition. En contrepartie du fait qu'elle accepta de reconnaître l'indépendance d'Haïti et qu'elle encouragea d'autres pays à faire de même, la France força Haïti à verser la somme de 150 millions de francs or à titre d'indemnisation des anciens propriétaires de plantations. Il fallut un siècle entier à Haïti pour verser la somme. Malheureusement, après l'indépendance d'Haïti, nous étions complètement isolés, aucun pays ne nous reconnaissait. Haïti, il fallait rétablir des relations, commercer avec les autres pays. Le président Boyer a accepté ces termes très durs que la France a posés pour sa reconnaissance, cette dette extérieure considérable qui, par les sommes d'aujourd'hui, s'élèverait à des dizaines de milliards de dollars. Cela nous a causé, à travers le 19e siècle, de graves problèmes. Monsieur Lasconi, que pensez-vous des thèses qui circulent actuellement, notamment dans la conscience de nos frères antillais, comme quoi les Africains ont vendu leurs frères pour des raisons économiques? Mais attendez, justement, c'est là où, et encore une fois, je blâme les intellectuels africains ou les historiens africains qui n'ont pas fait le bon travail. Cette thèse a été véhiculée par ceux qu'on appelle les philosophes des Lumières, des hommes comme Voltaire, des hommes comme Montesquieu, qui à la base étaient d'ailleurs eux-mêmes des négriers, puisque Voltaire a eu à investir des sommes colossales dans des sociétés qui trafiquaient du nègre. Des hommes comme Surcouf, Chateaubriand étaient des négriers. Donc ils avaient intérêt à véhiculer cette thèse. Mais l'Afrique, d'avant l'arrivée des Blancs, existe. Et lisez les témoignages d'Ibn Battuta Mohamed Ibn Abdallah, qui a visité l'Afrique au XIVe siècle. Ibn Battuta fait une description idyllique de l'Afrique. Il y a eu des gens qui ont témoigné sur l'Afrique avant l'arrivée des Européens. C'est eux qui peuvent vous éclairer sur l'Afrique. Mais l'Afrique était prospère. L'Afrique n'a jamais lancé un appel d'offres aux Européens pour qu'ils viennent chercher des nègres en Afrique. Nous n'avons jamais cherché à conquérir le monde parce que nous étions à l'aise chez nous. Le continent africain est à 70% vert, recouvert de forêts et de fleuves. Même l'homme le plus bête du monde s'y nourrirait aisément. Le désert ne représente que 30%. 18% le désert du Sahara et 12% le désert du Kalahari, ce que les Européens appellent le désert du Namib. Donc 70% du territoire africain est vert. Même dans les endroits les plus hostiles où la nature est hostile, les Africains ont produit de merveilleuses civilisations, de brillantes civilisations. Allez visiter Djenné. Vous verrez ce que l'Afrique était avant l'arrivée des Européens. Allez visiter Gao, Tombouctou. Allez visiter Assoum. Mais rien que le Mali foisonne de grandes villes qui attestent de la prospérité de l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Je pense que ceux qui sont à blâmer, ce ne sont pas nos frères des Antillais, puisqu'ils ne disposent que d'une lucarne, la télévision. Et ce n'est pas à partir de la télévision, malheureusement, qu'ils pourront savoir la vérité. C'est aux intellectuels africains de faire ce travail. Ce que je reproche aux médias africains, c'est de ne pas bien vendre l'Afrique. 80% des programmes de télévision en Afrique, ce sont des clips vidéo, c'est la danse. J'appelle cela de la condescendance. Nos historiens doivent faire un travail d'historien. Ils ne doivent pas traiter l'Afrique à travers le paradigme occidental. Ils doivent en sortir. Pour traiter les questions africaines, nous devons nous réapproprier les techniques de recherche africaines. Au Mali, il y a plus de 300 centres.
initiatiques dans lesquelles on apprend, initiatiques au sens propre de la connaissance, et non au sens kabbalistique du terme. Mais si vous ne faites pas l'effort de connaître, allez voir les djeli, qui signifie en langue bamana, maître de la parole, et improprement appelé griot. Eux vont vous éclairer sur le passé africain. Ils ne reçoivent pas de leurs propos une question de vente. Parce que quand on dit que les Africains ont vendu, ça veut dire que les Africains n'ont aucune notion affective. Donc une femme africaine aurait enduré 9 mois de grossesse pour nous, en nourrissant son enfant pendant 20 ans pour ensuite le revendre à des inconnus. Mais soyons sérieux. Qui est-ce qui pourrait faire une telle chose? Il y a eu des lâches en Afrique qui n'ont pas su défendre certains villages. Ce sont des faits indéniables. Mais la majorité des Africains ont résisté. Et ils ne vous parlent jamais des défaits. Il y a des coins où les négriers ont été vaincus. Mais quand vous voyez des villages comme au Granvier, des Africains qui ont préféré aller bâtir dans l'eau pour ne pas se faire capturer parce qu'il y avait des razzias sur les terres, c'est une forme de résistance. Et parcourez le fleuve Ouémé, qui quitte le Bénin jusqu'au Nigeria, vous verrez qu'il y a des villages sous pilotis. Il n'y a pas que Granville, on vous parle tout le temps de Granville, dans toute l'Afrique de l'Ouest, que ce soit la région de Grand Popo au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria, vous trouverez des villages sous pilotis jusqu'au Ghana. Donc parler de vente, c'est un peu trop facile de parler de vente. On dit même que la plupart des rois africains ont collaboré Vendée, mais attendez, soyons sérieux. Vous voulez que je vous cite le nombre de rois qui ont été déportés aux Antilles? Mais Toussaint Louverture lui-même appartenait à la cour royale d'Alada. Son père s'est retrouvé à Saint-Domingue. Pourquoi? Si les rois vendaient, le père de Toussaint Louverture normalement ne devait pas se retrouver. Allez visiter Alada, vous verrez qu'il y a une grande statuette au Bénin, à Alada, qui a été érigée. Prince Claas, qui est un notable Ashanti, n'a-t-il pas été déporté à Antigua, où il a déclenché le premier mouvement des Marans au début du 18e siècle? Il y a un village en Antigua qui s'appelle Liberta, où les esclaves africains ont eu à planter la bannière de la liberté avant le 1er août 1834, date de l'abolition officielle de l'esclavage. Nous avons eu cette résistance à continuer jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Si les Africains ont pu se rebeller à Haïti, c'est parce qu'ils avaient déjà ça dans les gènes. Mais attendez, soyons sérieux. Et même quand on parle de l'esclavage aux Antilles, on fait fi du marronnage. Mais avant qu'il y ait le marronnage, il y avait déjà des Africains qui sont dressés même dans le bateau. Il y en a qui préféraient même se jeter dans l'eau, se faire manger dans les requins, plutôt que justement d'être réduit en esclavage. Donc, cette thèse est complètement fausse. Voilà pourquoi Bob Marley dit dans Get Up Stand, a part of history has never been told. On peut notamment faire référence à l'insurrection qui a lieu dans la région de Port-Antonio avec Nani, qui est une prêtresse vaudou. Parce que dès l'arrivée des Africains dans le Nouveau Monde, il y a eu des révolutions. Le marronnage commence dès que le premier bateau accoste aux Antilles ou en Amérique. On parle souvent de Boukman, de Toussaint Louverture, mais il faut aussi parler d'Antonio Maceo, qui était un marron de Cuba. Nicolas Gulen en parle dans sa poésie. Nous avons beaucoup de marrons partout. Nous avons Fanny en Antigua. Nous avons Prince Claas en Antigua. Nous avons Boni en Guyane. Nous avons Zumbi de Los Palmares au Brésil. Il faudra étudier toutes ces révolutions dans leur ensemble. Mais Haïti, ça a été l'aboutissement, le deuxième aboutissement d'une révolution. Parce qu'avant Haïti, il y a notamment l'état de Los Palmares au Brésil. Justement, je recommande aux Africains, que ce soit ceux du continent de la diaspora, même dans la musique, de s'éduquer. Parce qu'il y a des musiques qui sont comme des thérapies, qui vous guérissent. Parce que la lobotomisation dont a été victime le nègre lui a complètement perforé le cerveau, au point qu'il ne réfléchit plus assez.
Mais quel est le livre de base de la civilisation européenne? N'est-ce pas la Bible? On parle de la civilisation judéo-chrétienne. Je ne suis pas chrétien. Mais lisez la Bible, le psaume 68, verset 32. Les grands viennent d'Égypte, l'Éthiopie tend ses mains vers Dieu. Mais c'était un témoignage éloquent qui montre la grandeur de l'Afrique. Comment, si les grands viennent d'Égypte et l'Éthiopie tend ses mains vers Dieu, ça veut dire que nous sommes civilisés à la base. C'est le livre, leur livre de référence qui le dit, qui est la Bible. Allez lire le Coran, vous trouverez des passages similaires qui glorifient les Éthiopiens, qui magnifient les Éthiopiens. C'est fondamental. Les Africains se sont trop focalisés sur l'Égypte pharaonique, au point d'oublier ce qui est à côté. L'Égypte, nous devons l'étudier. Nous devons nous réapproprier ce passé. Mais l'Afrique ne commence pas en Égypte. Elle commence avant et elle continue après. Or que malheureusement, il y a cette paresse intellectuelle de certains intellectuels africains qui ont voulu en faire une chapelle, qui ont voulu créer un dogme autour de la son agriculture pour mystifier les gens. C'est ce que j'appelle de la frime intellectuelle. Un intellectuel, ce n'est pas un frimeur. C'est celui qui est là pour dispenser le savoir. Alors,